Tes mains bougent avant que tu aies décidé. Elles disent oui, elles servent, elles donnent. C'est automatique maintenant, comme respirer. Tu ne te souviens plus quand ça a commencé. Cette danse où tu devances les désirs des autres avant qu'ils les formulent. Cette vigilance constante qui scrute les visages pour y lire les attentes. Ce matin encore, tu t'es levé en pensant d'abord aux besoins des autres. Qui a faim? Qui a besoin de quoi? Où dois-tu être pour qui? Ton propre corps, tu ne l'interroges plus. Il suit. Il obéit à une chorégraphie apprise si tôt que tu la crois naturelle. Mais elle ne l'est pas. Elle a été enseignée, patiemment, douloureusement. Tu souris quand on te demande quelque chose, réflexe, même quand tout en toi voudrait dire non. Le sourire arrive avant la pensée. Il protège, il apaise, il dit « Je ne suis pas une menace, je suis utile, gardez-moi ». C'est un sourire de survie, un sourire qui a appris que refuser, c'est risquer l'abandon. Dans le miroir, tu vois une femme fonctionnelle, efficace, fiable. Mais derrière cette façade, il y a une enfant. Une enfant qui a compris très tôt que pour être aimée, il fallait obéir. Que pour avoir sa place, il fallait servir. Que pour exister, il fallait s'effacer. Cet enfant est toujours là, elle tire les fils. Tu obéissais pour survivre, tu obéis encore. Les fils sont invisibles, mais tu les sens. Ils partent de tes poignets, de ta nuque, de ton ventre. Ils te font bouger selon une logique qui n'est plus la tienne. Une logique ancienne qui dit « Sois sage ou tu seras rejeté. Sois utile ou tu seras abandonné. Sois parfaite ou tu ne seras rien. » Tu regardes tes mains, ces mains qui savent si bien anticiper, servir, réparer. Elles ont une mémoire propre, une mémoire de gestes appris sous la contrainte douce de l'amour conditionnel. Si tu es gentille, maman t'aimera. Si tu aides, papa sera fier. Chaque geste d'obéissance était une monnaie d'échange, un ticket pour l'appartenance. Mais le prix était élevé. Pour chaque oui forcé, un morceau de toi s'éteignait. Pour chaque sourire de complaisance, ta voix véritable s'affaiblissait. Tu es devenue experte dans l'art de te nier, de te plier, de te rendre invisible tout en étant indispensable. C'est un art cruel, un art de survie. Parfois, tu sens une résistance, quelque chose en toi qui voudrait crier non, qui voudrait exister sans permission. Mais aussitôt, la peur arrive, ancienne, profonde. La peur de l'enfant qui sait que désobéir, c'est risquer de perdre l'amour. Alors tu continues, tu obéis, tu souris, tu serres. Les fils te tiennent, mais qui les tient? Des mains géantes, floues, qui viennent du passé. Des mains qui ne sont peut-être même plus là, mais leur emprise demeure, inscrite dans tes muscles, dans tes réflexes, dans cette façon que tu as de toujours passer en dernier, de toujours dire que ce n'est pas grave, de toujours être celle qui comprend, qui pardonne, qui s'adapte. C'était quand? Tu ne sais plus exactement. Peut-être ce jour où tu as vu le visage de ta mère se fermer parce que tu avais dit non. Ou cette fois où ton père s'est détourné parce que tu n'avais pas été assez rapide à comprendre. L'enfant en toi a saisi le message. L'amour se mérite, il se gagne, par l'obéissance. Certains enfants ont survécu non pas en étant aimés, mais en devenant ce qu'on attendait d'eux. Tu étais de cela. Tu as appris à lire les micro-expressions, à deviner les humeurs, à prévenir les tempêtes. C'était une question de survie émotionnelle. Dans ton petit corps d'enfant, tu savais déjà, si je ne corresponds pas, je disparais. Alors tu t'es modelé, comme de l'argile entre des mains invisibles. Tu as appris à aimer ce qu'on voulait que tu aimes, à vouloir ce qu'on attendait de toi. Petit à petit, ta vérité s'est effacée, remplacée par une version acceptable, une version qui ne dérange pas, qui ne fait pas de vagues, qui obtient les sourires et les caresses. Le conditionnement commence bien avant les violences visibles. Il commence quand l'enfant comprend que se taire lui permet d'être gardé. Tu l'as compris si tôt. Dans le silence de ta chambre, tu répétais déjà les gestes de la soumission. Tu apprenais à ravaler tes larmes, à transformer ta colère en gentillesse, à muter ta peur en service. C'était subtil. Personne ne t'a dit explicitement « obéis ou tu seras rejeté ». C'était dans l'air, dans les regards qui se durcissaient, dans les silences qui punissaient, dans l'affection qui se retirait quand tu osais être toi-même. L'amour était conditionnel, et la condition,
c'était l'obéissance. Tu te souviens de cette sensation? Celle de rétrécir pour entrer dans le moule, de couper des morceaux de toi pour correspondre à l'image attendue. C'était douloureux, mais moins que la perspective de perdre l'amour. Alors tu as continué. Tu as perfectionné l'art de n'être personne, d'être un miroir où les autres pouvaient voir ce qu'ils voulaient. L'école a renforcé le message. Sois sage, lève la main, attends la permission, ne parle pas sans autorisation. Ton corps a intégré ces règles. Elles sont devenues ta seconde nature. Même adulte, tu attends encore la permission. Pour parler, pour vouloir, pour être. Il y a des enfants qui n'ont pas grandi. Ils se sont adaptés. Et l'adaptation, trop tôt, devient prison. Tu es de cela. Ton enfance ne s'est pas déployée. Elle s'est contractée, rétrécie pour tenir dans l'espace qu'on lui accordait. Un espace conditionnel. Un espace qui se fermait au moindre écart. Maintenant, des années plus tard, tu portes encore cet enfant adapté en toi. Elle dirige tes gestes, elle filtre tes mots, elle censure tes désirs. Elle a si peur d'être abandonnée qu'elle continue d'obéir à des règles que personne n'impose plus, sauf elle, sauf cette partie de toi qui n'a jamais cessé d'avoir 4 ans et de craindre le rejet. Tu obéissais pour appartenir, pour avoir ta place à table, pour sentir que tu existais dans le regard des autres. C'était le prix. Et tu l'as payé, jour après jour, geste après geste, jusqu'à oublier qu'il y avait un autre choix possible. Tu es devenue experte dans l'art du faux self, cette personnalité de surface, lisse et accommodante, qui sait exactement quoi dire, quand sourire, comment se tenir. C'est un masque si bien ajusté que parfois, tu oublies qu'il existe. Tu le prends pour ton vrai visage. Mais non, c'est juste une interface de survie. Ce masque, tu l'as forgé geste par geste. Chaque fois que tu as dit « ça me va » alors que ça ne t'allait pas. Chaque fois que tu as souri pour désamorcer une tension. Chaque fois que tu as avalé ta vérité pour maintenir la paix. Le masque s'est épaissi, durci, jusqu'à devenir une seconde peau. Les autres t'aiment pour ça. Pour ta capacité à ne jamais les contrarier, à toujours arranger, à être celle sur qui on peut compter. Ils ne savent pas que derrière ce masque, tu suffoques. Que chaque oui forcé creuse un peu plus le vide, que chaque sourire de complaisance éloigne un peu plus de qui tu es vraiment. Mais qui es-tu vraiment? La question te terrifie, parce que sous le masque, tu ne sais plus. Il y a eu tellement de couches, tellement d'adaptations, tellement de compromis. Qui étais-tu avant d'apprendre à obéir, avant de comprendre que ta survie dépendait de ta capacité à disparaître? Parfois, la nuit, le masque craque. Des larmes coulent sans raison apparente. Une rage sourde monte sans objet précis. C'est elle, la vraie toi, celle qui n'a jamais eu le droit d'exister. Elle frappe contre les parois du masque. Elle veut sortir, respirer, crier. Mais au matin, tu remets le masque, automatiquement. C'est épuisant cette performance permanente. Être toujours en représentation, toujours en train de calculer l'effet de tes mots, de tes gestes, toujours en train d'anticiper les besoins des autres pour devancer leurs reproches. Tu es devenu une machine à éviter les conflits, à maintenir l'harmonie, même si cette harmonie te coûte ton âme. Le masque a ses avantages. Il te protège, il t'évite les confrontations, les rejets, les abandons. Mais il t'évite aussi la vie, la vraie, celle qui pulse, qui dérange parfois, qui n'est pas toujours arrangeante. Le masque te maintient dans une zone de non-existence, confortable, ni vraiment là, ni vraiment absente. Tu voudrais parfois l'arracher, ce masque, le jeter, dire enfin ce que tu penses, vouloir ce que tu veux. Mais la terreur arrive aussitôt. Qui t'aimera sans le masque? Qui voudra de toi brute, vraie, non polie par des années d'obéissance? La question reste sans réponse, parce que tu n'oses pas vérifier. Alors, tu continues. Tu perfectionnes même. Tu deviens encore plus accommodante, encore plus arrangeante. Comme si, en poussant l'obéissance à son paroxysme, tu pouvais enfin mériter. Quoi? L'amour? La sécurité? Le droit d'exister? Tu ne sais plus. Tu obéis par habitude maintenant, par réflexe, parce que c'est tout ce que tu connais. Le masque est devenu ta prison, mais c'est une prison familière dont tu connais chaque mur, chaque limite. C'est terrifiant d'imaginer la liberté. Alors tu restes, fidèle à ce faux self qui t'a permis de survivre, même s'il t'empêche maintenant de vivre. Quand la femme oublie sa nature sauvage, elle apprend à obéir pour survivre.
Et toi, tu l'as oublié depuis si longtemps. Cette part de toi qui savait hurler à la lune, qui savait dire non avec tout son corps, qui savait prendre sans demander la permission. Elle est là, quelque part, sous des couches de domestication, mais tu ne l'entends plus. Tu as appris à marcher dans des chaussures trop petites, à parler avec une voix trop douce, à vouloir des choses raisonnables, acceptables. Tu as appris à te contenter des miettes, à dire merci pour des restes, à sourire en avalant ta faim. C'est ça, la domestication, l'art de transformer une louve en chien de compagnie. Ça a commencé tôt. Une petite fille, ça ne crie pas. Une jeune femme, ça se tient bien. Une femme respectable, ça ne fait pas de vagues. Chaque injonction a rogné un peu de ta sauvagerie, un peu de ta vérité, jusqu'à ce qu'il ne reste que cette créature polie, prévisible, inoffensive. Tu te souviens vaguement d'elle, la fille sauvage, celle qui grimpait aux arbres, qui riait trop fort, qui voulait tout. Elle existe encore dans tes rêves parfois, libre, puissante, entière. Mais au réveil, tu remets ton costume de femme civilisée, tu rentres dans le moule, tu obéis aux règles non écrites. La domestication est sournoise, elle se fait passer pour de l'amour, de la protection. C'est pour ton bien, c'est comme ça qu'on devient une femme bien. Mais c'est un mensonge, c'est pour le confort des autres, pour qu'ils n'aient pas peur de ta puissance, de ta vérité, de ta capacité à dire non. Tu obéissais pour survivre, tu obéis encore. Les signes sont partout, dans ta façon de t'excuser d'exister, de prendre le moins de place possible, de parler bas pour ne pas déranger. Dans cette manière que tu as de toujours vérifier si c'est correct, si c'est approprié, si ça ne dérange personne. La louve en toi ne se poserait pas ces questions, mais la louve a été muselée. C'est douloureux de réaliser ça, de voir comment tu as participé à ta propre domestication, comment tu as toi-même resserré les chaînes, par peur, par désir d'appartenir, par fatigue aussi. C'est épuisant de résister, plus simple d'obéir, de se conformer, de devenir ce qu'on attend. Mais quelque chose en toi se souvient, une mémoire cellulaire, un instinct enfoui. Parfois, tu sens la louve bouger. Quand on va trop loin, quand on te demande trop, elle grogne, doucement, mais tu l'étouffes vite. Tu as peur de ce qui arriverait si tu la laissais sortir, si tu la laissais montrer les crocs. Pourtant, elle est ta vérité, cette part sauvage, non domestiquée, celle qui sait ce qu'elle veut et ose le prendre, celle qui ne s'excuse pas d'avoir faim, d'avoir des désirs, d'avoir une voix. Elle est ta force originelle, celle qu'on t'a appris à craindre, à contrôler, à nier. La domestication t'a peut-être permis de survivre dans un monde qui a peur des femmes puissantes, mais elle t'a coûté ton essence, ta joie sauvage, ta liberté intérieure. Tu survis, oui, mais tu ne vis pas, pas vraiment, pas pleinement, pas sauvagement. Il y a ce moment où quelque chose craque, où le vernis se fissure, où tu ne peux plus faire semblant. C'est arrivé hier, ou ce matin, ou il y a un an, peu importe. Ce qui compte, c'est que tu as vu. Tu as vu les fils, tu as vu le masque, tu as vu la cage. Jung disait que l'inconscient est peuplé d'archétypes qui nous gouvernent tant qu'ils restent dans l'ombre. L'archétype de la servante fidèle, de la fille obéissante, de la femme soumise. Ils sont là, dans ton ombre, dirigeant tes gestes sans que tu le saches. Mais maintenant, tu commences à les voir. Et les voir, c'est déjà commencer à s'en libérer. La prise de conscience est douloureuse. C'est voir toutes ces années perdues à obéir à des maîtres invisibles. Toutes ces fois où tu as trahi ta vérité pour acheter la paix. Tous ces moments où tu as choisi la sécurité de l'obéissance plutôt que le risque de la liberté. C'est vertigineux, écrasant même. Mais c'est aussi le début de quelque chose. Parce que ce que tu rends conscient cesse de te contrôler. Les fils deviennent visibles, et ce qui est visible peut être coupé. Le masque devient palpable, et ce qui est palpable peut être retiré. La cage devient évidente, et ce qui est évident peut être ouvert. Tu réalises que l'obéissance n'était pas ton choix. C'était une stratégie de survie imposée sitôt que tu l'as prise pour ta nature. Mais ce n'est pas ta nature. Ta nature n'est pas d'obéir. Ta nature est d'être, pleinement, librement, sauvagement. L'obéissance était un déguisement, un moyen, pas une fin. Cette révélation change tout.
Parce que si l'obéissance est apprise, elle peut être désapprise. Si les fils ont été tissés, ils peuvent être défaits. Si le masque a été construit, il peut être démonté. Tu n'es pas condamné à la servitude. Tu l'as cru nécessaire, mais elle ne l'est plus. Tu obéissais pour survivre, mais maintenant, tu peux vivre. La conscience est le premier pas. Voir comment tu perpétues des schémas qui ne te servent plus. Comment tu obéis à des voies qui ne sont même plus là. Comment tu te soumets à des règles que personne n'impose. C'est troublant de réaliser que tu es à la fois la prisonnière et la gardienne. Mais c'est aussi libérateur, parce que si tu es la gardienne, tu as les clés. Si tu maintiens les chaînes, tu peux les défaire. Si tu portes le masque, tu peux l'enlever. Le pouvoir a toujours été là, caché sous la peur, enterré sous des années de conditionnement. Mais là, Jung parlait aussi de l'individuation, ce processus par lequel on devient qui on est vraiment, pas qui on nous a dit d'être, pas qui on a dû être pour survivre, mais qui on est au fond. C'est ce processus qui commence, maintenant, avec cette prise de conscience, avec ce refus de continuer à obéir aveuglement. C'est un chemin, pas une destination, un processus, pas un événement. Tu ne vas pas te réveiller demain complètement libre, mais tu peux commencer, pas à pas, conscience après conscience, à défaire les fils, à questionner l'obéissance, à retrouver ta voix, ta vérité, ta nature sauvage. La soumission est parfois le dernier masque de la noblesse dans les cultures blessées. On t'a fait croire que c'était beau, l'obéissance, noble, féminin. On t'a vendu la servitude comme une vertu, la soumission comme une grâce. Et tu as acheté, parce que c'était le seul modèle disponible. Mais c'est une violence, invisible, insidieuse. Cette façon de te faire croire que ta valeur réside dans ta capacité à servir, à t'effacer, à ne jamais contrarier. C'est une violence qui ne laisse pas de traces visibles, pas de bleu sur la peau, juste cette lente érosion de l'âme, cette disparition progressive de qui tu es. La violence commence quand on te félicite d'être si gentille, si arrangeante, si peu compliquée. Chaque compliment est une chaîne. Chaque éloge de ta docilité est un clou dans le cercueil de ta liberté. On te récompense pour ta disparition. On t'applaudit pour ton effacement. C'est pervers, parce que tu finis par rechercher cette approbation, par perfectionner l'art de n'être rien, de n'avoir besoin de rien, de ne déranger personne. Tu deviens complice de ta propre annihilation. Tu participes activement à ta disparition. Et on te dit que c'est ça, être une femme bien. La violence invisible, c'est aussi tous ces moments où tu as ravalé ta colère, où tu as transformé ta rage en sourire, où tu as mué ton non en oui. Chaque fois, c'était une petite mort, une petite trahison, un petit abandon de toi-même. Et personne ne l'a vu, parce que ça se passait à l'intérieur. Cette violence, elle est dans les détails, dans la façon dont on attend que tu serves le café, que tu prennes les notes, que tu arranges les choses. Dans cette évidence que c'est ton rôle, que c'est normal, que c'est comme ça. Personne ne te force, mais tout le monde s'attend. Et les attentes sont des prisons invisibles. Tu la sens parfois, cette violence. Quand on te coupe la parole et que tu souris. Quand on prend tes idées et que tu ne dis rien. Quand on empiète sur ton espace et que tu te décales. C'est une violence douce, qui ne fait pas de bruit, qui ne dérange personne, sauf toi, au fond de toi. Le plus violent, c'est peut-être cette façon qu'on a de te faire croire que tu choisis, que personne ne t'oblige, que tu es libre. Mais quelle liberté quand désobéir coûte si cher, quand dire non te vaut l'étiquette de difficile, quand exister pleinement te fait perdre ta place. C'est une violence systémique qui se transmet de mère en fille, de femme en femme, comme un poison dans le lait maternel. On t'apprend à sourire en avalant, à dire merci en servant, à disparaître en existant. C'est une violence qui se fait passer pour de l'éducation, pour de la civilisation. Mais tu commences à la voir, cette violence, à la nommer, et c'est déjà une forme de résistance. Parce que ce qu'on nomme perd de son pouvoir. Ce qu'on reconnaît peut être refusé. Tu n'es plus obligé de participer à cette violence déguisée en douceur. Tu peux dire « je vois ce que vous faites » et je refuse. Il y a une différence entre choisir de servir et être condamné à obéir, une différence entre offrir et être pillé, entre donner et être vidé.
Cette différence, tu commences à la sentir, à la comprendre, à la revendiquer. C'est là que se cache ta dignité, dans le choix, dans la conscience, dans la liberté de dire oui ou non. La vraie noblesse n'est pas dans la soumission aveugle, elle est dans le choix éclairé, dans la capacité de servir sans se perdre, d'aider sans s'effacer, d'aimer sans disparaître. Tu peux être généreuse sans être servile, douce sans être soumise, aimante sans être esclave. Tu découvres qu'il existe une autre façon de donner qui ne te vide pas, de servir qui ne t'humilie pas, d'aimer qui ne t'annihile pas. C'est quand le geste part de ton centre, de ta volonté, de ton choix libre, pas de la peur, pas du conditionnement, pas de l'habitude. La dignité, c'est ce qui se lève en toi quand tu dis non pour la première fois. Vraiment non, pas peut-être plus tard, pas je vais voir, juste non. C'est tremblant, c'est fragile, mais c'est puissant, parce que ce non vient de toi, de ta vérité, de ta limite enfin reconnue. C'est un apprentissage. Retrouver sa dignité après des années de servitude, c'est réapprendre à marcher après avoir rampé. C'est maladroit, tu tombes, tu hésites, tu voudrais parfois retourner à la sécurité de l'obéissance. C'était plus simple, plus confortable, moins risqué. Mais tu ne peux plus. Quelque chose s'est réveillé, une exigence intérieure, un refus de continuer à vivre à genoux. Même si debout tu vacilles, même si debout tu as le vertige, c'est ta posture naturelle, celle qu'on t'a fait oublier, celle que tu redécouvres. La dignité, ce n'est pas devenir dur, fermé, égoïste, c'est juste habiter pleinement ton espace, honorer tes besoins autant que ceux des autres, reconnaître ta valeur indépendamment de ce que tu fais pour les autres. C'est simple en théorie, révolutionnaire en pratique. Tu apprends à recevoir sans t'excuser, à prendre ta place sans te justifier, à exister sans permission. Chaque geste est une victoire, chaque non est une libération, chaque oui choisi est une célébration. Tu retrouves le goût de toi-même, après toutes ces années à ne goûter que les désirs des autres. C'est un chemin de dignité, pas de perfection. Tu vas encore parfois obéir par réflexe, servir par habitude, te soumettre par fatigue, mais de moins en moins, de plus en plus rarement, parce que tu as goûté à autre chose, à la saveur de ta propre vie, de tes propres choix, de ta propre vérité. La dignité retrouvée, c'est accepter d'être incomprise, mal aimée parfois, par ceux qui préféraient l'ancienne version, la version obéissante, la version qui ne dérangeait pas. Mais tu préfères être vraie et seule que fausse et entourée. C'est ça la dignité, le choix de toi-même, encore et encore. Les fils commencent à se défaire, un par un. C'est lent, c'est patient, mais c'est en cours. Tu sens la différence, dans tes gestes qui deviennent tiens, dans tes mots qui portent ta vérité, dans tes choix qui reflètent tes désirs. Tu n'es plus la marionnette d'attentes invisibles. Tu obéissais pour survivre. Maintenant, tu choisis de vivre. Ce n'est pas spectaculaire, pas de grands gestes dramatiques, pas de rupture fracassante. Juste cette lente reprise de pouvoir, ce patient travail de récupération, de qui tu es, de ce que tu veux, de où tu vas. C'est un travail de fourmi, mais c'est ton travail, ta libération. Tu découvres que la liberté fait peur, qu'elle isole parfois, que beaucoup préféraient l'ancienne toi, celle qui ne posait pas de questions, qui ne disait pas non, qui arrangeait tout. Mais tu ne peux plus être elle, pas après avoir goûté à l'authenticité, pas après avoir senti le goût de ta propre vie. Certains s'éloignent, ceux qui t'aimaient obéissante, ceux qui profitaient de ta servitude. C'est douloureux, mais c'est aussi révélateur. Tu découvres qui t'aimait vraiment et qui aimait juste ce que tu faisais pour eux. Le tri se fait naturellement, douloureusement, mais nécessairement. D'autres arrivent, attirés par cette nouvelle énergie, par cette femme qui ose être, qui ose dire, qui ose prendre sa place. Ce sont d'autres liens, basés sur la réciprocité, sur le respect, sur la reconnaissance mutuelle. Tu découvres qu'on peut t'aimer entière, pas juste utile. Le chemin continue, avec ses hauts et ses bas, ses avancées et ses reculs. Parfois, tu retombes dans les vieux schémas, l'obéissance automatique, le sourire de protection, le oui réflexe. Mais tu le vois maintenant, tu le sens, et Tu apprends à recevoir sans t'excuser,
à prendre ta place sans te justifier, à exister sans permission. Chaque geste est une victoire, chaque non est une libération, chaque oui choisi est une célébration. Tu retrouves le goût de toi-même, après toutes ces années à ne goûter que les désirs des autres. C'est un chemin de dignité, pas de perfection. Tu vas encore parfois obéir par réflexe, servir par habitude, te soumettre par fatigue, mais de moins en moins, de plus en plus rarement, parce que tu as goûté à autre chose, à la saveur de ta propre vie, de tes propres choix, de ta propre vérité. La dignité retrouvée, c'est accepter d'être incomprise, mal aimée parfois, par ceux qui préféraient l'ancienne version, la version obéissante, la version qui ne dérangeait pas. Mais tu préfères être vrai et seul que fausse et entourée. C'est ça la dignité, le choix de toi-même, encore et encore. Les fils commencent à se défaire, un par un. C'est lent, c'est patient, mais c'est en cours. Tu sens la différence, dans tes gestes qui deviennent tiens, dans tes mots qui portent ta vérité, dans tes choix qui reflètent tes désirs. Tu n'es plus la marionnette d'attente invisible. Tu obéissais pour survivre, maintenant tu choisis de vivre. Ce n'est pas spectaculaire, pas de grands gestes dramatiques, pas de rupture fracassante, juste cette lente reprise de pouvoir, ce patient travail de récupération, de qui tu es, de ce que tu veux, de où tu vas. C'est un travail de fourmi, mais c'est ton travail, ta libération. Tu découvres que la liberté fait peur, qu'elle isole parfois, que beaucoup préféraient l'ancienne toi, celle qui ne posait pas de questions, qui ne disait pas non, qui arrangeait tout. Mais tu ne peux plus être elle, pas après avoir goûté à l'authenticité, pas après avoir senti le goût de ta propre vie. Certains s'éloignent, ceux qui t'aimaient obéissante, ceux qui profitaient de ta servitude. C'est douloureux, mais c'est aussi révélateur. Tu découvres qui t'aimait vraiment et qui aimait juste ce que tu faisais pour eux. Le tri se fait naturellement, douloureusement, mais nécessairement. D'autres arrivent, attirés par cette nouvelle énergie, par cette femme qui ose être, qui ose dire, qui ose prendre sa place. Ce sont d'autres liens, basés sur la réciprocité, sur le respect, sur la reconnaissance mutuelle. Tu découvres qu'on peut t'aimer entière, pas juste utile. Le chemin continue, avec ses hauts et ses bas, ses avancées et ses reculs. Parfois tu retombes dans les vieux schémas, l'obéissance automatique, le sourire de protection, le oui réflexe. Mais tu le vois maintenant, tu le sens, et tu peux choisir autre chose. C'est ça la liberté, le choix conscient. Tu apprends à habiter ton corps différemment, plus droite, plus ancrée, plus présente. Tes épaules se redressent, ta voix porte plus loin, ton regard ne fuit plus. Tu occupes l'espace qui est le tien, sans excès, sans timidité, juste ce qui est juste, ce qui est tien. La louve se réveille, doucement, prudemment. Elle étire ses muscles engourdis. Elle teste sa voix rouillée. Elle n'est pas agressive, juste vivante, vraie, entière. Elle ne cherche pas le combat, juste le droit d'être, de courir, de hurler parfois, d'aimer librement, de vivre pleinement. Tu n'as plus besoin d'obéir pour mériter l'amour. Tu es l'amour. Tu n'as plus besoin de servir pour avoir ta place. Tu es ta place. Tu n'as plus besoin de t'effacer pour exister. Tu existes, pleinement, légitimement, sauvagement parfois. C'est ça ta révolution, silencieuse mais profonde, invisible mais réelle. Tu cesses d'être l'ombre de toi-même. Tu deviens solaire, lunaire, tout ce que tu es, sans filtre, sans masque, sans chaîne, juste toi, enfin toi. Libre de choisir, d'obéir si tu veux, de refuser si tu veux, libre, simplement libre.